Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, avoir ta demande ici et tu vas monter raconter ton histoire mystique. Les histoires mystiques. Pas une histoire d'amour qui est mal terminée. Pas une histoire de maltraitance d'enfants. Ça fait mal, mais c'est pas le but ici. Pas une histoire où papa tapait maman. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas la page pour ça. Il y aura d'autres gars qui vont créer les pages pour violence conjugale. Mais c'est pas ici, malheureusement. Ici, c'est les histoires mystiques. Pas citer les noms des gens, les noms des restaurants, les noms des bars, des hôtels, des lieux publics là. Je ne cite pas les noms. Tu peux peut-être donner le nom du quartier. Oui, c'est passé en Commando, c'est passé en Van. Ouais, mais ça pas déjà en Van derrière Santa Lucia, machin. Non. Là, c'est un problème. On veut rester le plus discret possible pour éviter les problèmes. Voilà. Et donc, c'est tout pour la petite introduction. Ceux qui viennent d'arriver, installez-vous, faites comme chez vous. Les commentaires polis surtout. Si quelqu'un vient commencer à insulter là, le modérateur, soyez libre de bloquer les gens. Ou bien de muter. Ici, c'est dans le respect. Allô? Allô? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, désolé, hein, c'est ma première fois, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Il faut seulement raconter une histoire mystique. Ton histoire ou bien une histoire d'un proche. Ok, d'accord. L'histoire que je vais raconter, en fait, c'est une histoire qui m'a été racontée en 2011, voilà, quand j'étais en terminale. C'était par le grand frère d'une camarade de classe. Donc, le gars, il avait trouvé un travail dans un chantier de construction de barrages. Et son ami et lui s'y étaient donc rendus. Les gars travaillaient. Ils nous disaient qu'ils avaient pris chacun un studio. Bref, ils étaient dans la même cour, quoi. Et un samedi, après le travail, ils se sont rendus en boîte de nuit. Et là-bas, ils ont chacun fait la rencontre d'une belle fille. Ils ont décidé de rentrer chacun avec la fille. Et le lendemain matin, ils ont passé la nuit avec des filles. Et lui, le lendemain matin, comme à l'accoutumée, il va se réveiller vers 5 heures. Il va faire sa petite prière. Il entre dans sa douche pour faire sa petite toilette. Et quand il revient de la douche, il essaye de réveiller la fille que, il est l'heure, moi je vais sortir très tôt pour aller au boulot. Parce qu'il nous faisait comprendre qu'ils avaient l'habitude d'y aller genre vers 5h30, 6h comme ça. Et il dit il essaie de réveiller la fille, histoire que de faire partir la fille, de donner le transport à la fille et de faire partir la fille. Mais il va se rendre compte qu'il essaie de réveiller la fille ne se réveille pas. Il bouge la fille dans tous les sens, la fille ne bouge pas. Elle est complètement raide, morte. Elle s'est déjà arrêtée. Le gars, pris de peur, va aller toquer chez son voisin qui était son ami. Il dit que c'est comment la fille avec qui tu es rentré hier soir là, tout va bien. Le gars lui dit non, mais elle va bien. Je viens même de la mettre sur la moto, elle est déjà partie. Et qu'en est-il de la tienne? Il dit que ça va pas. La fille là, je sais pas ce qui se passe. La fille est morte. La fille est morte comment? Les gars, pris de peur, il entre dans la chambre, il se rend compte qu'effectivement la fille est couchée là. C'est comme quelqu'un qui était mort depuis le matin, donc elle était déjà totalement raide. Et puisque le jour se faisait déjà, ils étaient donc pris de peur, ils décident d'enrouler la fille dans un drap, ils vont laisser la fille dans la maison du gars, disant qu'au retour du travail, ils verront ce qu'ils vont faire. Parce que s'ils alertent le voisinage, forcément, ils vont se retrouver dans des problèmes parce qu'on va dire que quelqu'un ne peut pas mourir comme ça pour rien. Sans doute, il a peut-être dû empoisonner la fille ou il a drogué la fille. Donc, ils vont laisser la fille chez lui et puis, ils vont aller au boulot. Bref, les détails de la journée qui ne s'était pas bien passé, le stress de savoir qu'il y avait un cadavre chez lui et tout ça, c'était... Voilà. Au retour du travail, donc genre 17h30, 18h parlant, au retour du travail, quand ils sont en train de rentrer, ils se rendent compte que l'ampoule est allumée chez lui. Tiens, son ami que mais en sortant le matin, je me suis rassurée d'éteindre toutes les ampoules. Comment se fait-il que l'ampoule du salon est allumée? Son ami va lui dire, mais voilà, c'est sûr qu'avec tout le stress du matin, peut-être que tu n'as pas prêté attention. Bref, ça, ce n'est qu'un détail. Il faut rentrer à la maison. Rentrons et puis on voit comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser du corps de la fille. Plus ils s'amènent, plus ils sont en train de s'avancer de la maison, plus ils entendent un bruit. Et là, le gars est surpris quand ils ouvrent la porte. Ils trouvent la fille assise sur le sofa en train de regarder la télé.
Ah, chérie, bonsoir, comment était la journée? Ça s'est bien passé et tout et tout. Ils étaient, genre, son ami et lui se regardaient que, mais attends, on est en train de rêver ou quoi? C'est pas la fille qu'on a emballée ce matin. Bref, ils n'ont pas maudit, ils sont restés tranquilles. Et puis la fille va dire, ah, j'ai ouvert le frigo là, j'ai pris ce qu'il y avait et puis j'ai fait à manger. Donc j'ai fait à manger. Essayez de vous doucher et puis vous venez, on mange. Son ami va lui dire que, gars, moi je m'en vais me doucher à la maison. Le gars va prendre ses jambes à son cou, il va fuir. Le grand frère de ma camarade, lui, il dit qu'il a fait plus d'1 heure dans la douche, sous la douche. Il ne sait pas pourquoi il n'arrivait même pas à se doucher. Il se posait mille et une questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il ne comprenait rien. Il va revenir. La fille a déjà fait la table. Il va s'asseoir. Il essaie d'appeler son pote. Son téléphone est off. Son pote n'est même plus à côté. Il essaie de l'appeler, il n'est plus à côté. Il dit, bon, la fille lui dit, t'inquiète pas. Si peut-être ton ami allait... Bref, peut-être il a trouvé une solution. Ne t'inquiète pas, mangeons. Ils vont se mettre à manger, ils finissent de manger, ils regardent encore un peu la télé et il est l'heure d'aller au lit. La fille va dire, bon, moi je suis déjà fatiguée, allons dormir. Ah, le stress. Qu'est-ce qu'il faut faire? Personne ne dit ce qui s'est passé à l'autre. La fille ne lui dit pas que voilà, je me suis réveillée ce matin enroulée dans un drap. Pourquoi tu m'as enroulée dans le drap? Lui non plus ne pose pas la question à la fille que, mais attends, je suis sortie ce matin, tu étais raide, morte. Bref, personne ne fait allusion à ça, ni à l'un ni à l'autre. Il décide de rentrer dans la chambre. Et puis la fille va dire, non, je voudrais que tu me mettes à l'aise. Le gars va dire que là, vraiment, je ne peux pas. J'ai passé une journée compliquée au chantier. C'était pas évident. Donc là, vraiment, je ne peux pas. Ok, il n'y a pas de problème. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. La fille va s'endormir. Le gars dit le gars disait qu'il avait peiné à trouver le sommeil. Mais étant donné que il a travaillé toute la journée, le corps était fatigué, il a quand même pu fermer les yeux, il s'est endormi. Vers 3 heures du matin, la fille va le réveiller, la fille va lui dire que il est temps pour moi de partir et je dois te parler. Il dit, ok, je t'écoute. La fille va lui dire que je sais que tu sais ce qui s'est passé, je sais que tu m'as vu morte, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas posé des questions. Elle dit, mais attends, tu aurais voulu que je te pose quelles questions? Tu étais morte dans mon lit, j'étais enroulée dans un drap, je reviens du travail, je te trouve assise et tout ça. Je me suis dit que peut-être que c'est une maladie ou je ne sais pas trop quoi, ou c'est moi qui avais rêvé, comme j'ai bu toute la nuit. Bref, le gars, il est resté tranquille. Et puis la fille va lui dire que, en fait, j'étais sortie un jour avec mes copines, nous sommes arrivés en boîte de nuit. Et là-bas, j'ai rencontré un gars. On a commencé à discuter, on prenait un peu, on discutait. Et par la suite, le gars, il était avec ses amis, il me dit que non, il faut qu'on change de coin, qu'on quitte de là où on était, on change de coin. Ils m'ont pris dans leur voiture et chemin faisant, ils se sont débarrassés de moi. En fait, c'était des trafiquants d'organes. Ils m'ont assassiné, ils ont pris mon corps, ils ont jeté mon corps dans une broussaille. Et depuis lors, personne de ma famille n'est au courant. Personne ne sait même si je suis encore vivante ou si je vis. Bref, personne n'est au courant de quoi que ce soit. Et donc, depuis des mois, je vais de boîte de nuit en boîte de nuit à la recherche de ces 3 personnes-là, si je peux les retrouver quelque part et leur régler leur compte. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme ils m'avaient assassiné vers 5 heures du matin, donc tous les jours à 5 heures du matin, je meurs. Et quand la nuit tombe le lendemain, je me réveille et puis je reprends ma forme humaine et je recommence ma vie de boîte de nuit dans l'espoir de retrouver mes assassins. Donc la fille va lui dire que vraiment je t'aime bien, j'ai vu à peu près comment est ton esprit, tu es quelqu'un de bien et tout ça, tu as une bonne âme. Par conséquent, je ne peux pas te faire du mal, tu n'as pas à avoir peur parce que si je voulais te faire du mal, je t'aurais fait du mal dès le premier jour, en fait dès le jour où tu m'as amené chez toi, je t'aurais fait du mal. Donc ça ne peut pas se faire de cette façon-là. Par contre, ce que je peux te donner comme conseil, c'est d'éviter un peu la vie des boîtes de nuit. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit dans une boîte de nuit qui est humain. Dans les boîtes de nuit, il y a des fantômes comme moi, il y a des démons, il y a des humains. Bref, il y a de tout. Donc, il faut éviter un peu la vie de boîte de nuit. Et avant de partir, la fille prend un billet de 5000, elle lui remet, elle lui dit, bon voilà, la seule façon pour moi de t'aider, c'est de te remettre ce billet de 5000. Tant que tu l'auras sur toi, tu n'auras pas de problème d'argent. Tant que tu l'auras sur toi, tu n'auras pas de problème d'argent. Et le gars racontait donc en fait, le billet de 5000, lui, il était le genre de billet, quand tu vas dans un magasin, tu fais un achat, et
Bref, même quand on te rembourse ou qu'on ne te rembourse pas, tu as toujours le billet de 5 000 réapparaît dans ton porte-monnaie. Donc, il dit que pendant des années, peut-être 2 ans, il a utilisé le même billet de 5 000 jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, quelqu'un aille lui dire que non, tu as quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. On t'a donné quelque chose qui n'est pas de ce monde. Il faut que tu te débarrasses de ça. Sinon, les conséquences plus tard seront irréversibles. Donc, c'est comme ça que plus tard, il s'est débarrassé du billet de 5 000. Mais quand il nous racontait l'histoire, on était là, on le regardait, genre, attends, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre ou bien tu parles là tout sereinement comme si c'était normal ce qui t'était arrivé. Bref, c'est en fait l'histoire que je voulais partager. Comme j'ai dit dans le message, je suis très mauvaise conteuse, donc voilà. Merci. Non, 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 au contraire, tu racontes même bien. Au contraire, donc tu peux, à chaque fois que tu vois les histoires, tu peux monter nous raconter des histoires, tu racontes très bien. Il t'a dit que tu... Ah, d'accord, d'accord, merci. Merci beaucoup. Dans l'histoire, là, tu retrouves du tout. Hein. Tu ramènes une fille à la maison que tu ne connais pas, tu fais ce que tu as fait. Et imaginez un peu que la fille soit morte et que tu dois maintenant chercher la solution, soit appeler la police, soit prévenir les voisins, soit cacher le corps. C'est un choc terrible. Essaie un peu d'imaginer. Même les filles là, aujourd'hui, il y a des filles qui vivent seules et les hommes viennent, bon, pas les hommes, le copain vient dormir à la maison chez la fille. Bon, imagine maintenant ton copain arrive dormir chez toi, après il meurt. Tu commences par où pour expliquer? Qu'est-ce que tu veux expliquer? Toi, tu sais qu'il est d'abord mort de quoi? Ça, c'est même la première partie. Maintenant, le boy aussi, c'est un gars courageux. C'est-à-dire qu'une fille que tu as manqué comme ça, là, elle meurt chez toi. Non seulement tu vas au choc, là, tu peux travailler encore. Tu travailles même, tu rentres en soirée. Tu trouves qu'elle est là debout. Pourtant, tu as bien vu qu'elle était morte. Vous causez même encore, ça vous causez gentiment. Tu fais quoi dans la maison là? Il y a quel bien là-bas qui va m'empêcher de fuir? Ben, c'est le bien de quoi? C'est la chambre de quoi? Je te laisse avec, prends un cadeau. Comme je suis parti là, je suis parti. Je suis parti. Je vais recommencer à zéro. Est-ce que Dieu est fou? J'ai ma tête, j'ai mes mains, j'ai mes pieds. Je vais recommencer à zéro. Prends le cadeau là. Mince. Jusqu'à elle dit qu'elle veut même encore faire. On vous est encore ensemble sur ce qu'elle va. Est-ce qu'elle te dit que vous causez posément gentiment? Vous causez quoi gentiment? Je change de vie. Moi, je change de vie. Et je suis attaché. C'est la connaissance de quoi? Si là-bas dedans, ça reste là-bas dedans. Je vais renaître quelque part d'autre. Je vais renaître. Mais, non, 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 non. Et concernant le billet de 5 000 qu'elle pouvait utiliser à l'infini, là, ça me rappelle une histoire au Gabon aussi. C'est un homme, il a épousé c'est un homme gabonais. Un homme camerounais qui a épousé une gabonaise et il vit au Gabon. Les gars ont eu un enfant. La vie était un peu compliquée. Le gars est parti entrer dans une secte. Et pour avoir l'argent, on a demandé de vendre sa femme. La femme venait à peine d'avoir 4 ans. Il commençait 5 ans plus tôt. Il était à la grande session. Et donc, c'est comme ça qu'il vend dans sa femme. Elle meurt. Un accident bête. Comme ça, là, elle est morte. Maintenant, 1 mois plus tard, pendant que la femme était à l'école, les gars dans le quartier, c'était dans quel quartier? C'était à Oyem. Je ne sais pas si vous connaissez Oyem. Les Gabonais vont connaître Oyem. C'est comme ça donc que les gars aperçoivent une moto entrer dans le quartier où le gars était. Quand les gars voient sur la moto, ils voient la fille qui est en serre mortelle, cela 1 mois. La mère de l'enfant. C'est comme ça que tout le monde est dépassé. Mais si elle n'est pas morte, c'est comment? C'est comme ça donc que la moto arrive à la maison. La femme descend de la moto. Et comme elle descend de la moto, là, quand la moto se tourne pour aller, c'est un peu comme si la moto disparaissait. Donc quand tu vois la moto de loin, c'est comme si c'est en train de disparaître plus tôt. Et c'est comme ça que elle arrive donc, elle toque la porte, le gars ouvre la maison. Et quand il voit sa femme, il est dépassé. Elle a seulement fait un câlin. Elle lui a fait un câlin. Et c'est comme ça qu'elle aussi, elle est repartie. Par derrière, le gars est resté mourir. Elle est maintenant partie à l'école de son enfant
à la sortie de l'école, elle a pris une pièce de 500 francs. Vous savez que le Gabon et le Cameroun ont juste la même monnaie, c'est le franc CFA. Elle a pris une pièce de 500 francs. Elle a remis à l'enfant. L'enfant était dépassé, que mais maman, tu es comment? Il pleurait, tout ça là. La nounou est venue prendre l'enfant parce qu'elle prenait son enfant maintenant. Mais les 500 là, il m'était raconté que plusieurs années après, chaque fois que les gars dépensaient l'argent là, ça revenait toujours dans la poche de l'enfant. Quand il dépense, il veut payer quoi, ça revient toujours dans ses poches. Jusqu'à un certain âge. Donc ça m'a rappelé l'histoire de 500 francs là, à cause des 5000 que celui-ci avait aussi. Donc c'est un peu ça. Il y a des choses dehors qui se passent. Choisissez bien vos partenaires. Bonsoir Eva. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe DMG, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais raconter l'histoire de mon grand frère. Donc, c'est papa qui nous a raconté ça. Nous n'étions pas encore nés à l'époque. Il y a quelqu'un qui tape le tam-tam derrière toi. Hein? Non, en fait, il pleut ici. Je vais fermer la fenêtre. D'accord. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, j'ai fermé la fenêtre en fait. Donc, l'histoire va se passer, comme je disais, nous n'étions pas encore nés parce que nous sommes 5 enfants. Donc, mon grand frère était l'aîné. Donc, papa est militaire. Aujourd'hui, il est retraité, mais il vivait dans une cité militaire. Et il avait un ami qui restait derrière la maison, on va dire. Donc, ils se côtoyaient, ils étaient tout le temps ensemble. C'était vraiment son ami. Donc, un jour, mon grand frère va tomber malade, il va commencer à tomber malade et tout. Donc, papa va emmener mon grand frère avec maman à l'hôpital. En fait, ils vont vraiment chercher ce qui ne va pas chez l'enfant. Jusqu'à ce qu'un jour, un médecin leur dit que, écoutez, la maladie de votre enfant n'est pas physique parce que tout ce qu'on fait, on ne trouve pas. Donc, si aujourd'hui, vous ne cherchez pas à emmener les enfants chez les Noirs, chez nous on dit ça comme ça pour dire chez les tradis patriciens, chez les Nganga et autres, donc, c'est chez les marabouts. Donc, si vous ne cherchez pas à emmener l'enfant chez les Noirs, l'enfant va mourir parce que là, il est vraiment alité, vraiment... Il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Donc, c'est comme ça que le même jour, mon père va faire près de 3 charlatans. Rien. En fait, eux tous, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que là, c'est fort et tout. Donc, il va quand même aller sur la route. Donc, il va rentrer en province. Et il va aller chez un monsieur, un pygmée et tout. Donc, c'est le monsieur là qui va dire que, bon, je vais quand même essayer, mais sans vous mentir, l'enfant est loin. Donc, papa dit que la veillée a duré toute la nuit. Le monsieur a dansé. Le monsieur a égorgé des poulets avec des dents. Le monsieur a égorgé des moutons. Il a enroulé mon grand frère dans des grosses chaînes. Vraiment, mon père disait que non, le monsieur là, en fait, il n'a pas dormi. Toute la nuit, il était debout. C'est quand le soleil a commencé à se lever que mon père dit que mon grand frère s'est réveillé. Et il avait soif, donc il disait je veux boire de l'eau, j'ai soif. Donc c'est comme ça qu'ils sont allés prendre une bouteille d'eau et ils ont donné à mon grand frère. Donc c'est quand il a repris ses esprits, se retrouver et tout, qu'il a maintenant expliqué à mon père que ah papa, ton ami est mauvais, ton ami n'est pas bien. Papa dit comment ça ton ami est mauvais, ton ami n'est pas bien. Il dit que oui, ton ami qui reste derrière la maison, tonton tel. C'est lui qui est venu me chercher et depuis là, il me tire dans le sable. Donc comme la cité, je ne vais pas trop donner au nom de la cité. La cité donne, l'arrière de la cité donne sur la sablière. Donc en tout cas, ceux qui connaissent Elbeuf, ils vont forcément se retrouver. Donc on avait le sable de plage dans la cité. Donc mon grand frère disait que quand il est venu me chercher, il me tirait dans le sable, il me tirait derrière la maison, il ne fait que me tirer. Et depuis là, je refuse de partir. Je m'enroule au sol, j'attrape le sol. Il ne veut pas me laisser, il veut m'emmener. Je ne sais pas là où il veut m'emmener. Donc, c'est comme ça que papa dit comment ça. Et le marabout confirme que oui. Est-ce que vous ne vous rappelez pas, un jour vous étiez assis en train de suivre la télé
votre ami en question est venu vous demander un magazine. Et vous avez donné le magazine en question à votre ami. Papa dit oui. Il m'a juste demandé le magazine, je lui ai remis. Et le marabout lui a dit que c'est comme ça que votre ami a pris votre enfant. Vous n'avez pas besoin de dire oui ou d'aller en vampire pour donner... Regarde ceux-là, ils ont fait sortir le nom de la cité, c'est pas possible. C'est pas grave. Il a dit que vous n'avez pas besoin de donner votre accord. Rien que le magazine que vous lui avez donné, lui a donné la possibilité de prendre votre enfant. Donc papa, comme il était chaud là, vraiment un vrai militaire, hein, il a laissé l'enfant même là-bas chez le marabout, il a démarré la voiture. Il est descendu et tout à la cité, prendre son revolver et tout, parce que bon, les militaires avant, ils avaient leur arme à la maison. C'est comme ça que son ami a su que papa a découvert. Donc poursuite dans la cité maintenant, heureusement que à la guérite, il y a toujours des militaires, donc c'est eux qui a intercepté le monsieur. Et l'affaire c'est maintenant réglée chez les chefs hiérarchiques là-bas. On a radié le monsieur de l'armée, tout ça là, parce qu'il y avait des preuves et tout et tout. Donc ma petite histoire, c'est un peu pour dire aux gens qu'aujourd'hui là, les sorciers sont sans frontières. Ils n'ont pas besoin que tu leur donnes l'accord comme ça pour prendre un de tes enfants, pour prendre un de tes parents. Donc faisons attention à tout ce que nous partageons. Lui, il est passé par un magazine. Avant, on nous disait que oui, on ne remet pas l'aiguille à quelqu'un la nuit, on ne remet pas le piment à quelqu'un la nuit. Il n'y a plus ça, oh. Même le journal, même l'union, même, je sais pas, un seau. Oh, j'ai besoin d'un seau d'eau, vraiment. Il passe partout maintenant. Donc, même s'il faut devenir avare, hein, moi, je préfère être avare. Donc, c'est un peu ça, la petite morale, que faisons attention vraiment à tout ce qu'on donne, parce que ceux-là, ils n'ont pas le sentiment. Donc, c'est un peu ça. Bisous, vraiment, c'est sans frontières. Ce sont des sans frontières. Bisous, Merci tout beaucoup. le monde. D'accord. Finalement, c'est un peu comment il faut se comporter. Hein. Parce que tu ne donnes pas pour être en sécurité, que non, moi je ne donne plus rien pour être en sécurité. Quelqu'un va quand même te tuer en disant que j'ai demandé ta chose, tu m'as refusé, non, attends que tu vas voir. Tu donnes maintenant, le gars pas ce que tu as donné maintenant pour te faire du mal. On fait maintenant comment? Ce qu'il faut maintenant, c'est seulement demander à Dieu que je fais comment aller, si je donne ou je ne donne pas. Si Dieu dit va, tu donnes, tu donnes. Parce que si tu donnes aussi trop chiche là, on va prendre ça contre toi. On a écouté plusieurs histoires et c'est là que la mère a été chiche. La mère a été chiche. Et c'est comme ça qu'un jour, quelqu'un est venu toquer la porte, il a demandé ceci, la mère, cela, elle a refusé. Oh, c'était quelqu'un qui était venu la tester. Et comme elle a refusé, donc, ok. Donc, demandez d'abord à Gordo. Bonsoir, Juliette. J'espère que vous allez bien. Très bien, toi-même. Ça va un peu. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une ancienne prostituée, en fait. Je vais vous raconter dans quel contexte je l'ai rencontrée. J'étais dans un salon de coiffure de la place et la dame est arrivée. Elle vendait des articles, là. Vous voyez les commerçants qui vendent à la sauvette, là. Elle avait des parfums, elle avait des mouchoirs et tout. Et elle est venue, elle s'est mise à nous flatter en disant soutenez votre soeur, parce que j'ai changé de vie. C'est comme ça que la propriétaire du salon de coiffure lui dit, mais tous les jours quand tu viens ici, tu dis que tu as changé de vie. Ça veut dire quoi, changer de vie? C'est comme ça qu'elle blague en disant, si vous m'achetez chacun l'article, je vais vous raconter mon histoire. Tellement que j'aime le Congo, ça. Voilà, moi, j'ai dit à la dame que donnez-moi quelque chose. Parce que je voulais à tout prix que la dame reste, en fait. Je savais qu'elle allait nous raconter une pépite. Donc, j'ai acheté un mouchoir. Elle est restée. D'autres dames aussi lui ont fait la recette. Elle est restée. Elle nous a dit que la manière dont on la voit là, elle s'est repentie. Parce que plus jeune, elle était prostituée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Quand elle était prostituée, elle vivait dans un quartier de Libreville. Et elle était étudiante. Une étudiante, hein. Elle vivait dans un quartier de Libreville, elle était étudiante. Et elle vivait, en quelque sorte, dans une cité universitaire. Parce que là où elle vivait, c'était un immeuble. Et les loyers étaient quand même abordables.
Donc, quand elle arrive là-bas en tant que jeune fille, le bailleur la prend un peu comme sa fille. Mais ce que le bailleur ne savait pas, pourtant le bailleur c'était un grand chrétien. S'il savait même le genre de travail qu'elle faisait, il ne pouvait même pas accepter, qu'elle loue là-bas. Elle était prostituée. Et elle dit que dans sa prostitution, elle a eu un enfant, un petit garçon. Et la fille du bailleur, c'était une adolescente très curieuse. Vous savez, à l'adolescence, il y a des jeunes filles qui touchent un peu à tout, à la drogue. Elle veut un peu connaître ce qui se passe dehors et tout. Donc, à chaque fois qu'elle rentrait de ses nuits mouvementées, la petite fille lui posait des questions. Tantine, tu sors d'où et tout? Elle lui disait non, laisse tomber. Elle donnait des petits pourboires à la petite. Comme la petite voyait que quand elle partait faire ces choses, elle fermait son enfant dans la chambre. La petite fille lui a proposé de garder l'enfant quand elle part faire ces choses. Elle a accepté. Donc, quand elle n'était pas là, parce que la petite fille avait même la clé de chez elle, parce que c'est elle qui gardait son enfant. Donc, de temps en temps, elle venait chez la prostituée, là. Elle venait essayer ses habits, les habits de tendance, quoi, parce que le père, c'était un pasteur. Il ne pouvait pas accepter que sa fille porte des petits habits. Donc, quand la fille partait, la prostituée partait, la jeune fille, là, elle venait essayer les habits et tout. Elle dit que dans son milieu de prostitution, là, à un moment, ça ne marchait plus. Et elles avaient des parrains, en quelque sorte, des proxénètes. Donc, le proxénète leur a dit, parce qu'elles étaient nombreuses, le proxénète leur a dit que comme ça ne marche pas, j'ai eu un réseau, je vais aller en Afrique de l'Ouest, vous cherchez des gris-gris. Ces gris-gris-là, vous allez les mettre sur vous, quand vous allez partir chasser là. Parce que c'est comme ça qu'elle dit, quand vous allez partir chasser, vous allez mettre ça sur vous et ça va vous attirer que les bonnes choses. Donc, c'est comme ça que le proxénète est parti en Afrique de l'Ouest, dans un pays, je ne vais pas citer le nom. Il a ramené des gris-gris. Des petits trucs noirs comme ça, attachés et bien ficelés, qu'on devait mettre dans le parfum. Donc, quand tu t'apprêtes à sortir là, tu badigeonnes le parfum sur toi et tu sors. Grâce à ça, tu vas avoir plein de clients. Elle dit que c'est ce qu'elle faisait. Mais ce que le proxénète ne leur avait pas dit, c'était qu'à un moment là, le gris-gris là allait leur demander des sacrifices. Il ne leur avait pas dit ça. Donc elle dit qu'elle a fait un bon temps avec ça. Puis à un moment donné, elle a commencé à avoir des boutons sur son corps parce qu'elle ne faisait pas ce que le gris-gris voulait. Elle dit que pourtant elle avait déjà eu des avertissements. Elle avait eu des avertissements dans la nuit. Elle voyait une dame avec un voile sur le visage qui lui tendait la main, du genre comme si elle demandait quelque chose. Mais comme elle n'était pas très spirituelle, elle dit à cette époque-là, elle s'en foutait, elle disait qu'en tout cas ça ne me regarde pas. Elle sortait, elle vivait sa bonne vie comme d'habitude. Elle dit qu'un soir elle revient, elle se retrouve avec les boutons sur le corps. Les boutons sur le corps à tel point qu'elle ne pouvait même plus sortir pour aller se prostituer. Vous savez que comme vous arrêtez de faire ça, l'argent aussi termine. Donc l'argent est terminé. C'est comme ça qu'elle appelle le proxénète. Elle explique la situation. Je ne peux plus venir travailler. Je ne sais pas comment faire. Le proxénète lui dit, mais la dame qui vient souvent te demander quelque chose là, tu ne donnes rien. Elle demande demander quoi, donner quoi. Il lui dit carrément, ne joue pas à l'enfant. Fais ce qu'on te demande. Elle dit qu'elle a commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qu'on me demande? Il dit, mais le sang, donne le sang. Elle dit, ok, si ce n'est que le sang, il n'y a pas de problème. Elle va au marché, elle achète 2 poules. Puisqu'on veut le sang, elle va donner le sang. Elle dit que dans son cas, elle dit même qu'elle est assez généreuse. Elle va prendre 2 poules. Elle égorge les poules. Elle prend le gris-gris, elle mélange avec le sang et tout. Elle dit que dans son rêve la nuit, tellement l'a frappée. Elle dit qu'elle s'est réveillée le matin avec le corps enflé. Elle n'a même pas pu s'occuper de son enfant ce jour-là. C'est toujours la petite fille là qui est venue l'aider. Avec l'enfant, la petite fille a pris l'enfant. La petite fille là est allée passer la journée avec l'enfant. Elle est restée dans la journée dans la chambre bien malade. Puis le soir, quand la petite fille revient, elle a eu l'idée de donner, parce qu'elle voulait se débarrasser, elle ne comprenait plus rien. Elle dit qu'elle a eu l'idée de donner le gris-gris là à la petite fille là. Comme elle savait que quand elle n'était pas là, la petite fille était curieuse là. La petite fille là passait le temps
à fouiller ces choses. Et toi, elle savait quand elle vient toutes les choses en désordre et tout. Donc, elle a eu l'idée de mettre le gris-gris là dans le parfum et de remettre à la petite fille. Elle a pris le truc, elle a remis à la petite fille. Elle dit que quand la petite fille est partie, la petite fille était très contente. La petite fille a se parfumé avec. Puis un jour, 2 jours, elle ne voit pas la petite fille. Elle se pose la question que mais l'enfant est allé où? Elle sort, elle cherche la petite fille. La femme du bailleur lui dit non. La petite fille, ça fait un petit temps là, elle est malade. Même sortie de la maison, elle ne sort pas. Mais comme ce sont des chrétiens là, ils vont bien prier. L'Esprit Saint va rentrer sur la petite fille, la maladie va partir. Ils ont prié près d'une semaine. Les boutons sur le visage de la petite fille. Les boutons, ils priaient. Ils invitaient même d'autres pasteurs parce qu'eux, ils faisaient partie d'une église, mais ils faisaient l'étude biblique à la maison. Ils ont invité les pasteurs des églises pour venir prier. Les pasteurs des églises sont venus, ils ont prié, puis ça ne donnait rien. Puis ils ont eu l'idée de l'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, on a fait des tests. On ne trouvait rien. Rien du tout. Rien du tout, on ne trouvait rien. Et alors qu'elle était chez elle, elle savait ce qui se passait. Hein? Elle savait très bien ce qui se passait. Mais elle a dit du moment où elle s'est débarrassée du gris-gris, c'est plus son problème. Si elle veut, elle meurt. De toute façon, elle dit qu'elle avait son fils à nourrir. Elle avait sa famille qui était dans une extrême précarité. Elle s'en foutait. Elle dit que dès qu'elle a donné le gris à la petite fille, ses boutons ont disparu comme si elle n'avait jamais eu de boutons. Mais ça, c'est pour un temps. Elle dit que bon, elle a rappelé le proxénète là, son parrain là. Elle a rappelé le proxénète pour lui dire que non, pour l'instant, ça va. Hein? Tu peux me chercher d'autres personnes. C'est comme ça qu'on a appelé. Il a recontacté les personnes qui étaient sur son carnet d'adresse. Il a replacé la fille. Elle dit que quand elle est partie même, elle n'avait plus de clients. Les gens la voyaient comme la merde. Elle dit que ce jour-là, quelqu'un a même failli la frapper. Mais elle dit qu'elle a fait comme si elle n'avait rien vu et elle est rentrée. 1 fois, 2 fois, le proxénète l'appelle et lui dit que mais qu'est-ce que tu fais? Je dépense sur toi, je te paye les habits, je te paye tout. Mais bizarrement, tu ne me rapportes plus rien. Elle s'est excusée. Entre-temps, quand elle rentrait, elle savait très bien que la petite fille était malade, que ses parents souffraient, ses parents passaient le temps à pleurer. Mais elle s'en foutait. Puis, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, oui. Allô? D'accord. 2 mois plus tard, vous m'entendez? Oui. Allô? Voilà, donc 2 mois plus tard, la petite fille est décédée. Quand la petite fille décède, elle était bien au courant. Hein? Elle va rendre visite à la famille de la petite fille, comme si de rien n'était. Elle dit même à la petite fille, à la famille de la petite fille, comme c'était les pasteurs, qu'elle va régler presque la moitié de l'argent des funérailles et tout. Pourtant, elle sait très bien que c'est elle qui a tout fait. Mais elle dit que, bizarrement, quand elle entre dans la maison, le cercueil est là, elle voit quelqu'un assis à côté du cercueil, du genre qui la regarde, mais tu es venu chercher quoi ici? Elle demande à la personne qui est à côté d'elle, est-ce que tu vois celle qui est devant moi là? Elle dit non, je ne vois pas. Elle dit non, je ne vois pas. Elle lui dit, si regarde celle qui est devant moi là. La petite fille lui demande, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu sais très bien que c'est toi qui m'as fait ça. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle dit que ce jour-là, c'est la honte. Elle n'a pas pu rentrer. Elle est restée devant la porte. Elle a passé tout son temps à pleurer. Elle a fait comme tout le monde et tout. Ensuite, elle s'est retournée, elle est rentrée. Elle dit que comme par enchantement, quand elle retourne chez elle, elle trouve le gris-gris dans le parfum. Puisque le gris-gris a déjà pris le sang, non? Donc le gris-gris est revenu. Tu vas recommencer la prostitution et tu vas encore donner le sang. C'est un pacte. Elle dit que dès qu'elle a revu le gris-gris, elle a su qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle a commencé à pleurer. Elle a appelé le proxénète pour lui dire que moi, je ne peux plus. Je pensais que tes menaces là, je pensais que les menaces que je voyais dans le rêve là, une fois que j'avais fait le sacrifice, ça allait s'arrêter. Mais apparemment, ça ne va pas s'arrêter. Elle a dit au proxénète, je ne veux plus. Le proxénète a dit, jamais, oh, tu vas vouloir.
Parce que quand je suis allée là-bas, je suis allée avec ton argent, avec ta photo, et je t'ai même appelé. Qu'est-ce que tu es consentant? Tu as dit oui devant le fétiche. Tu as dit oui devant le fétiche et le fétiche a validé avec ton nom, avec ton esprit. Donc, tu vas continuer. Elle dit que quand le proxénète l'a même encore appelé pour lui dire que reviens, on va travailler, elle a dit qu'elle ne veut plus travailler. Le proxénète lui a dit que comme tu ne veux plus travailler, tu vas donc payer ça. Elle dit qu'elle est obligée de déménager parce que dans sa vie, ça n'allait plus. Elle est retournée au village vivre avec ses parents. Elle dit que quand elle arrive là-bas, déjà même dans le car, les boutons ont recommencé sur le corps. En un temps record, vous voyez les gens comme la varicelle. Mais ces boutons-là, il y avait le pus à l'intérieur. En un temps record, dans le bus, elle avait déjà les boutons. Elle est retournée au village chez sa mère. Quand elle est arrivée, on l'a saluée et tout. Sa mère aussi, connaissant la tradition, elle lui a dit que peut-être que c'est la varicelle que tu as. On va te laver avec les feuilles et le lendemain, tu vas te sentir bien. Elle dit qu'elle a tout fait. Les boutons là ne sont plus partis. Quand elle dort la nuit, la bastonnade. Elle dit que quand elle dort la bastonnade, elle n'arrive même pas à dormir. Elle dit qu'elle a fait près d'une semaine au village, elle n'arrivait pas à dormir. Puis elle est retournée à Libreville et elle est allée voir un pasteur. C'est le pasteur là qui lui a dit, tu dois te confesser. Tu dois te confesser, sinon tu vas mourir. Et elle a dit que moi, les choses de la religion, je ne connais pas. Moi, mes parents, je suis née au village. Tout ce que je connais, c'est la tradition. Moi, je ne connais pas. Le pasteur lui a dit, il n'y a pas de problème. Tu vas prier avec nous. Et elle dit que tous les jours, elle priait. Elle se voyait dans un cercueil. Tous les jours, elle dormait dans un cercueil. Et à chaque fois, elle voyait des gens venir l'enterrer. Ses copines avec qui elle faisait la prostitution. Ses copines avec qui elle faisait la prostitution et tout. Donc, elle dit que le pasteur lui a dit, moi, j'ai déjà fait ma part. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner dans ton village. Là-bas aussi, on doit intercéder pour toi. Parce que le proxénète, il est allé aussi quelque part là-bas. C'est avec des fétiches qu'il a parlé. Donc toi aussi, tu dois aller bloquer avec des fétiches. Elle est partie dans son village. On l'a emmenée chez un tradit praticien. Elle dit qu'elle dormait dans la terre. Quand elle est arrivée, parce que les boutons sur tout son corps, elle dit qu'elle dormait dans la terre. On a creusé le sol comme ça. Parce qu'on dit qu'elle était déjà morte. Elle dormait dans la terre. On a creusé la terre. Elle est entrée. Elle est restée dedans pendant 7 jours. Elle dit que les gens dansaient. Les gens priaient pour elle. Elle dit qu'après, un jour, sa mère lui a dit qu'elle a arrêté de respirer. Elle ne respirait plus. Les gens pensaient qu'elle était morte. Mais là-bas, on a dit à sa mère que non, elle a arrêté de respirer parce qu'elle est partie récupérer son âme. Ou le monsieur là, et aller jurer sur le fétiche. Donc, c'est comme ça qu'elle est restée là-bas. Elle ne respirait plus. On pensait même qu'elle était morte. Puis un jour, elle a commencé à crier. Dans la terre, toujours, elle a commencé à crier. Aidez-moi, aidez-moi, on est venu creuser. Elle est sortie. Elle dit qu'après avoir dit aidez-moi là, elle ne parlait plus. On a tout fait là-bas, elle n'arrivait pas à retrouver la parole. Sa mère l'a ramenée à Libreville. Ils sont maintenant encore retournés chez le pasteur. C'est là-bas avec les prières. Des veillées de prières, elle s'est confessée. Mais elle dit que comme elle n'arrivait pas à parler, elle se confessait dans son cœur. Elle dit qu'elle se confessait dans son cœur. Le pasteur lui parlait. Il lui posait la question que si tu m'entends, cligne des yeux. Elle dit que cligner des yeux qu'elle a cligné là-bas, elle n'a jamais cligné des yeux comme ça de sa vie. Elle clignait seulement les yeux. Est-ce que tu m'entends? Elle cligne des yeux. Est-ce que tu m'entends? Elle cligne des yeux. Jusqu'à ce qu'elle est sortie de cette étape. Elle dit qu'elle avait maigri. Quand elle est sortie de là-bas, le pasteur lui a dit si tu veux retrouver ta vie, je t'interdis de retourner dans ton ancienne vie parce que vous faites que quand vous êtes guéri, vous retournez, vous avez été malade. Je t'interdis. Si tu retournes là-bas, on va encore te donner quelque chose. Cette fois-ci, tu vas mourir. Elle dit qu'elle n'est plus retournée. Je crois que même ses affaires, elle avait abandonné là-bas. Parce qu'on lui a dit, laisse tout ce que la prostitution t'a donné. Si tu veux te défaire de ce fétiche-là. Elle a laissé tout là-bas. Et elle est partie. Elle dit que depuis ce jour-là, même si elle connaît son pied, elle dit au nom de Jésus. Elle respire. Elle dit au nom de Jésus. Parce qu'elle dit que ce que Dieu a fait pour elle dans sa vie. Je lui dis, tant mieux. De toutes les façons, moi j'avais acheté mon mouchoir.
J'ai écouté le Congo, ça. C'était déjà bon pour moi. Donc, la leçon de l'histoire, c'est que soyez prudents, vous qui avez des enfants en bas âge. Soyez prudents avec votre entourage. Soyez tellement prudents. Les gens sont méchants. Même des gens à qui vous n'avez rien fait ont juste envie de vous faire du mal. Les gens à qui vous n'avez rien fait ont juste envie de lui faire du mal. Parce qu'elle me dit que le papa de la fille avait toujours été très gentil avec elle. Il appelait même sa fille parce qu'il savait qu'elle était étudiante. Vous voyez? Et regardez comment elle était méchante avec eux. Donc, c'était pour vous partager cette histoire-là. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Maintenant, DMJ. Attends là-bas. J'ai un petit truc à dire. J'ai ma copine Tendresse qui est dans le direct là. Après, elle a écouté ma voix. Après, elle va m'embêter. Je sais très bien qu'elle m'écoute. Après, elle va m'envoyer le message me dire que... en tout cas. Bonne soirée à vous. À la prochaine. La dédicace est passée. D'accord. Ok. Bon, bonne soirée. Il y a les commentaires. Ok. C'est pour ça qu'il dit toujours, protégez vos enfants. Priez pour votre famille. Priez pour vos enfants. D'autres personnes ont tendance à dire que c'est pas complètement, je vois ce qu'ils disent, que ce que tu ne cherches pas les problèmes à quelqu'un, ça ne sera pas bon. Dieu va faire qu'à toi aussi on ne cherche pas les problèmes. Ou alors ce que tu ne déranges pas les enfants de quelqu'un, on va pas déranger tes enfants à toi. Je suis un peu mitigé sur ce concept-là. Parce que je ne pense pas que les enfants qu'on kidnappe là, partout là pour faire les sacrifices humains là, c'est parce que leurs parents ont kidnappé les enfants de quelqu'un. Je ne pense pas ça. Donc, prenez la peine de prier toujours pour vos enfants. Parce que même si ce que tu es gentil avec les enfants des gens, il y a quelqu'un qui pourra faire, qui peut, si c'est qu'il est mal intentionné, faire du mal à ton enfant. Donc, priez toujours pour vos enfants. Voilà comment un enfant est parti récupérer la maladie d'une ancienne prostituée. Que lui n'a rien fait. Qu'elle n'a rien fait, cet enfant-là. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir DMG. Bonsoir à tout le monde. Je vais très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Alors, c'est ma première fois de monter. Je vais raconter une histoire. L'histoire, c'est celle de ma cousine. Une cousine avec laquelle j'étais très proche. L'histoire se passe en 2009, je pense, oui, 2009. Alors, en 2009, moi, j'étais en classe de 3e. Ma cousine et moi, on était dans le même collège. Elle, je pense, elle était en classe de 6e ou 5e, quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme ça, un soir, elle a disparu. Et toute la famille était affolée. On m'a demandé, est-ce que tu l'as vue? J'ai dit, bon, je ne sais pas, on était au cours le soir, mais bon, moi, je ne l'ai pas vue puisqu'on n'est pas dans la même classe. Et donc, on l'a cherché en vain. Et c'est parti pour, je pense, 4 ans après, puisque moi, j'étais en 2e année de l'université quand elle est revenue. Moi, j'étais en 2e année de l'université et c'est elle maintenant qui va nous raconter l'histoire. Alors, il s'est passé que le soir là, après la sortie des cours du collège, et elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'il a pris. Elle a juste pris, c'est comme quelque chose, il y avait une voix dans sa tête qui lui disait, prends une moto. Elle a pris la moto. Elle est partie à la gare. De là, elle a pris une voiture et elle est partie au Bénin. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée au Bénin. Et elle n'avait aucune information sur elle. Elle ne connaissait ni son nom, ni le nom de son papa, le nom de sa maman. Elle n'avait aucune information, rien du tout. Elle était comme... elle dit qu'elle était comme, je ne sais pas, tombée du ciel ou un extraterrestre. Et donc c'est comme ça, elle a commencé par squatter chez les gens. Elle a vécu tout d'abord avec une vieille, elle s'occupait de la vieille. Après la vieille est décédée. Après une autre vieille qui est décédée. Ensuite elle s'est fait des amis. Elle a commencé par travailler dans un bar. Et c'est là elle a rencontré un gars. Ils se sont pas vraiment mariés. Hein. Et avec le gars, elle a eu, je pense, 2 enfants à l'époque.
et elle vivait avec le gars. Et donc la belle-maman l'insultait chaque fois. Mais toi, t'es un fantôme. Comment est-ce que tu n'as aucune information sur les gens de ta famille? Tu ne connais même pas ton propre nom de famille, mais t'es un fantôme. Et là, elle pleurait chaque fois. Et c'est comme ça, une de ses amies a commencé par l'emmener dans un centre de prière. Et l'amie en question l'a confié spécialement au pasteur. Et donc après chaque séance de prière, le pasteur la prenait à part et priait. Et c'est comme ça, un jour, le pasteur a eu la révélation du nom de notre pays. Et le pasteur lui a demandé, est-ce que tu connais ce pays, tu connais quelqu'un là-bas? Et tu lui as dit non. Une autre fois encore, son nom de famille, le nom de famille de ma cousine, a été révélé. Le pasteur lui demande encore, est-ce que tu as une information, est-ce que tu connais, est-ce que ce nom ne te dit rien? Elle dit non. Et là, le pasteur lui a dit non. Où c'est arrivé là? Tu prends un taxi, tu vas directement dans ce pays et tu demandes quel que soit ce que... Tu demandes après ce nom. Si c'est le nom d'un quartier, le nom d'une école, le nom de... Tu demandes d'après ce nom, sûrement qu'il y a tes origines là-bas. Et c'est comme ça, elle a pris la voiture directement, elle est venue au pays. Et arrivée, elle a commencé par demander, mais ce nom, ça vous dit quelque chose, ça veut dire quelque chose. Et il y a un taxi-moto qui lui dit, mais il y a un quartier qui porte ce nom. Effectivement, elle venait d'une famille royale. Et donc, le quartier portait le nom de leur famille. Et donc, c'est comme ça, le taxi-moto l'a pris et est parti dans le quartier. Donc, c'est à l'entrée du quartier c'est elle même qui me racontait l'histoire, qu'elle a senti qu'il y avait un voile qui était levé de sa face. Et elle dit, mais je connais bien ce quartier. Et c'est elle maintenant qui a indiqué le chemin de la maison au taximan. Et elle est rentrée. Moi j'étais en 2e année de l'université. Et la maison était remplie. Tout le monde voulait savoir. Elle est rentrée, mais elle a eu quoi, tout ça. Et elle nous a raconté l'histoire que c'est comme ça s'est passé. Elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée au Bénin et tout ça. Et donc après la famille de son papa est partie checker. Ils ont vérifié. Bon, vous savez, en Afrique, hein. Ils sont partis vérifier et c'est là, ça a été révélé que, en fait, ma cousine, l'année scolaire du CM2, quand elle était en CM2, elle a passé cette année scolaire chez sa tante paternelle, voilà. Et donc, la tante paternelle l'a maltraitée. Et c'est comme ça, il y a un gars du quartier qui est parti voir son papa pour lui dire, ah, si tu ne veux pas retrouver ta fille un jour morte, va la chercher. C'est comme ça, après l'année scolaire, elle a eu son CPD, le papa est parti la chercher, la tante n'a pas voulu, ça a été... le papa a un peu insisté avant de récupérer sa fille. Et elle est revenue maintenant à vivre avec son papa. Et la tante maintenant, qui s'est fâchée, et c'est elle maintenant qui est partie faire les choses pour détruire la vie de ma cousine. Et c'est comme ça, sa vie a été gâchée. Donc, quand elle est rentrée, elle a appelé son mari qui est venu avec ses 2 enfants, avec la belle-maman. On a fait la rencontre et tout. Et bon, et donc c'est comme ça, elle est repartie. Actuellement, elle vit au Bénin. Elle a sa vie là-bas. Bon, parce que sa vie est déjà gâchée. Bon, c'est ça, c'est tout pour la petite histoire. Morale de l'histoire, mais ce que moi j'aimerais dire à tous parents, c'est que gardez vos enfants avec vous. Peu importe ce que vous avez comme moyen, peu importe ce que vous avez, même si c'est difficile, gardez vos enfants avec vous pour éviter tout ça. Merci beaucoup, DMG. Merci beaucoup, Stéphanie, pour l'histoire. De rien. Bonne soirée. Bonsoir. Comment tu vas? Ça fait longtemps, hein, DMG? Oui. Ouais, oui. Bah d'accord, moi ça va. Bah t'inquiète, hein, je continue toujours de t'écouter et je mets toujours les trucs, je mets toujours les histoires dans mes oreilles quand je suis au travail pour passer le temps. Et pour s'enrichir. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire là, sur
sur l'ignorance dans le couple. C'est l'ignorance dans le couple. Vous saurez pourquoi je dis l'ignorance dans le couple. Parce que les jeunes de maintenant, ils ont tendance à se mettre en couple et à faire des expériences qui sont pas à faire. C'est l'histoire d'une personne que j'ai courtoyée, une amie. L'histoire commence que cette fille-là, elle a perdu sa mère très jeune. Donc, elle a été élevée par la meilleure amie à sa mère. Voilà. Et elle est issue elle est issue de l'Afrique elle est issue de l'Afrique centrale. Et voilà, je vais pas dire le pays, mais elle a grandi dans le matériel. Elle a grandi dans les hommes doivent payer, les hommes doivent faire. Elle a grandi dans ça, elle a baigné dans ça. Donc, quand elle grandit, elle a un homme. Mais cet homme-là est vachement plus âgé qu'elle. C'est lui qui s'occupe d'elle, c'est lui qui s'occupe de la famille. Mais elle n'aime pas le gars. Elle veut le quitter. On l'interdit de le quitter. Donc, elle rencontre un jeune qui n'a pas les moyens, mais qui l'aime. Et qui sait que c'est une fille que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas les moyens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il commence même à voler, à faire tout pour avoir la fille. Jusqu'à avoir la fille. Il a fini par avoir la fille, il a fiancé la fille, ils se sont mariés. La partie mystique de l'histoire commence dans le sens où un jour, le gars n'étant pas sûr de ses capacités à garder cette fille-là, lui dire comme ça, un délire, ouais bébé viens, on se tranche le bout des doigts, on suce notre sang mutuel, tu suces mon sang, je suce ton sang, et puis on s'échange des paroles. On est d'accord, ça c'est un pacte de sang. Mais la meuf, la fille, étant très 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 ignorante, parce que quand elle me raconte ça, moi la seule chose que je trouve à lui dire c'est que tu es très bête. Étant très très ignorante, elle le fait. Aujourd'hui où je vous parle, j'ai arrêté de parler à cette personne-là parce que c'était devenu très problématique. Ouh, il y a mes blessés, Seigneur Jésus. C'était devenu très dur, en fait, cette histoire. Parce que cette fille-là, elle est dans une relation où elle sait qu'elle n'aime plus la personne. Mais elle ne trouve pas l'issue pour quitter la personne. Je lui ai dit sincèrement, à moins qu'il y ait des prières pour toi, tu ne pourras pas quitter cette personne-là comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever comme nous autres l'a dit que non, je t'aime plus, c'est fini. Parce que tu as fait ce qu'on appelle un pacte de sang. Tu as pris son sang, il a pris ton sang. Vous avez dit des paroles et c'est ce qui va être. Ah non, mais je ne savais pas. Je dis, mais quand on ne sait pas, on ne teste pas. On ne teste pas. Nous, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont expliqué des choses, qui nous ont dit ceci. On ne fait pas ci, on ne balaye pas ça, on ne fait pas ceci. Au début, on disait, mais on nous dit ça même pourquoi? Mais on a grandi. On écoute les histoires de DMG. On sait maintenant pourquoi on nous avait dit de ne pas faire ça. Voilà le pourquoi du comment. Ce que les parents font, c'est qu'ils ne te disent pas pourquoi, mais ils te disent de ne pas le faire. Ils te disent de ne pas le faire. Donc aujourd'hui, ma copine, mon ex-copine, parce que je ne suis plus amie avec, parce que je ne veux pas avoir des problèmes, mon ex-copine est dans une relation, je peux vous dire, sans amour. Il n'y a pas d'amour. Mais elle ne sait pas par quel moyen divin elle va quitter cette personne-là. Elle se sent attachée. En fait, elle ne se voit pas vivre sans cette personne. Pourtant, elle ne l'aime pas. Elle ne se voit pas vivre sans cette personne. Pourtant, elle ne l'aime pas. Moi, le conseil que je veux vous donner, la leçon ici à en tirer, c'est qu'on ne teste pas des choses qu'on ne connaît pas. Si vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne testez pas. Vous n'essayez pas. Le sang ne joue pas avec. Moi, franchement, je ne peux pas. On ne joue pas avec. On ne fait pas ça. Donc aujourd'hui, là, moi, je suis au courant de ça. Il y a plein de choses dont je suis au courant, mais je pense qu'elle ne va pas dire ça ou expliquer à un membre de sa famille. Et il y a beaucoup de personnes, et cette histoire-là, je parle, il y en a deux. C'est-à-dire que 2 de mes copines que j'ai connues qui ont fait cette erreur-là. Donc, c'est fréquent. Les gens qui aiment tester les choses, ils appellent ça des délires. Oh, c'est un délire. Il m'a dit c'est un délire, c'est un kiff. Sur le coup, ça m'a excité. Mais ton excitation de 15 secondes là, c'est que les répercussions sur ta vie seront colossales. Donc moi, voilà ma part d'histoire. On ne fait pas des choses juste pour le faire. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. J'espère que j'ai été brève. Hein. Je ne suis pas venue pour durer. Bref. Tu as très bien raconté l'histoire. Merci. Donc, bonne soirée. Et à toi. On dit que les gens ont le cœur ici dehors. C'est l'amour de quoi? Que blessons-nous, on mélange le sang. Yeah. Depuis quand tu es marabout, ma soeur? Depuis quand tu es... Le féminin de marabout, c'est quoi?
Tu me dis ça, moi, il te demande, il dit, madame, depuis quand tu es entré dans les sectes? Et non, c'est pour prouver mon amour. Mon ami, il ne prouve pas. Bye, bye, bye. On pied la route, continue tout droit comme ça, tu tournes à gauche. Tu prends le carrefour qui est là-bas, tu tournes à gauche, tu continues ton chemin. Hein? Il faut qu'on se blesse, on se mélange de sang, on a la douleur de ça. C'est pour prouver que... Mais, Hubert, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, DMJ? Très bien, toi-même. Oui, je vais très bien. Là, en ce moment, moi, j'appelle depuis Douala. D'accord. Bon, vous m'écoutez bien, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous m'écoutez bien? Oui, chef. Ah! On t'écoute Ok, bien, tonton. Ok, je vais raconter une histoire, quoi. Là, c'est mon histoire, moi. Et cette histoire, je l'ai vécue quand j'étais au Gabon. Et aujourd'hui, je suis à Douala, quoi. Bon, il y a de cela 10 années passées que j'ai vécu au Gabon, quoi. Et j'habitais un quartier de la capitale. Et bon, pendant mon séjour là-bas, j'étais cuisinier. Et j'avais beaucoup de personnes qui mangeaient chez moi. Et parmi mes clients, il y avait une dame. Et cette dame-là, elle mangeait beaucoup chez moi. Et c'était une dame d'affaires. Voilà. Un jour, cette dame devait voyager. Elle devait faire 3 pays. Un pays en Asie et 2 pays en Europe. Maintenant, cette dame m'a dit, bon, mon petit, comme je vais voyager, je voulais t'offrir un cadeau. Et là, je t'achète un truc. Bon, je sais pas ce qui te plaît. Tu peux me dire ce qui te plaît et si je peux, je vais te l'acheter. J'ai dit, bon, comme à l'époque, là, mais vraiment, le téléphone venait de sortir. J'ai dit à la dame, ok, j'ai besoin d'un téléphone. Elle a dit, sans souci. À mon retour, je t'apporte le téléphone. 3 semaines sont passées. La dame elle était de retour de son voyage. Elle est arrivée là où je travaillais. Là où je travaille, quoi. Bon, et je n'étais pas là. Elle a demandé à quelqu'un là-bas. On lui a dit, ok, je suis encore à la maison. Elle a demandé si elle pouvait me voir aussitôt. Voilà qu'on m'a appelé. Et comme je n'habitais pas loin de mon lieu de travail, donc le téléphone a sonné. J'ai pris. Et c'est la gérante du bar qui m'appelle. Elle me dit, donc il y a une dame ici qui a besoin de toi. Voilà comment je vais en courant. Je croise la dame. Elle me remet le paquet. Je lui dis merci. Et je retourne donc chez moi. Maintenant, arrivé chez moi, j'ouvre le téléphone, j'ouvre le paquet. C'est un beau. C'était tellement mignon que j'ai donc fait appel à un ami de venir voir ce qu'on m'a offert. Mon ami aussi a pris un taxi. Il est venu me retrouver à la maison. J'avais un bar. Donc j'habitais à côté de mon bar, quoi. Voilà que mon ami est arrivé. Nous sommes assis à la terrasse. On est en train de regarder le téléphone. Il m'apprend à manipuler le téléphone. Et on souriait, on était autour d'un pot. Et pendant ce temps, dans mon bar, j'avais des jeux vidéo. Et les petits gamins du quartier là, venaient souvent jouer aux jeux vidéo. Alors il y a 4 petits garçons qui sont arrivés. Donc, si je vais intituler mon histoire, c'est le petit sorcier gabonais. Il y avait 3 garçons, il y avait 4 garçons. Et c'est le plus petit là. Comme il voulait jouer aux jeux vidéo et le jeu vidéo donc il devait jouer, devait prendre l'ancienne pièce de 100 francs. Et puis, lui, il avait plutôt la nouvelle pièce de 100 francs. C'est comme ça qu'il me donne l'ancienne pièce de 100 francs. Et il me donne la nouvelle pièce de 100 francs. Pour que je lui change, je donne plutôt l'ancienne pièce. Il me donne l'ancienne pièce de 100 francs pour que je donne la nouvelle pièce de 100 francs. Quand j'ai donc pris les 100 francs, j'ai changé. Et je voulais juste m'amuser un peu avec lui. Au lieu de lui remettre les 100 francs en question qu'il m'a demandé, je l'ai plutôt donné 25 francs. Donc je voulais juste m'amuser comme ça, pour un peu le déranger. Il me dit non, grand frère, je ne vous ai pas donné 25 francs pour que vous me remettez encore 25. Je vous ai plutôt donné 100 francs pour que vous la changez, vous me donnez l'ancienne pièce de 100 francs. Il dit, oh mon petit, je voulais juste blaguer avec toi. C'est comme ça que je prends sa pièce, je lui donne, je retourne retrouver mon ami.
avec qui on regardait le téléphone. Nous sommes restés. Et voilà le soir arrivé, je vais au travail. À mon retour de travail, il était pratiquement 2 heures de temps, ou 2 heures ou 3 heures de temps. Je suis allé à la douche me laver. Je me suis lavé, n'ayant rien dans la tête. Je pensais, l'histoire qui s'est passée en journée avec le petit garçon, je l'avais plus dans ma tête. L'histoire s'était totalement débarrassée de ma tête. Et quand je suis rentré dans ma chambre le soir, dans la boutique, il n'y avait personne, tout était fermé. Le gérant avait bien fermé la boutique, il n'y avait rien, personne non plus. Il était dans ma chambre, j'étais seul dans la chambre. Maintenant, alors, pendant mon moment de sommeil, je dors, peut-être comme 45 minutes de sommeil. Mais je vois le petit garçon là, avec qui j'ai eu les petits problèmes en journée, je le revois apparaître dans ma chambre pendant mon moment de sommeil. Mais j'ai demandé, ben, mon petit, comment tu as fait pour te retrouver dans ma chambre? Alors que, à mon retour de travail, il n'y avait personne d'autre dans ma chambre. Et dans mon salon, il n'y avait personne. Dans la boutique non plus, il n'y avait personne. Comment tu as fait pour te retrouver dans ma chambre? Le petit me dit plutôt que, laisse tomber ce que tu es en train de dire là. Alors, tu peux répéter ce que tu m'as fait en journée? Parce que je te donne une pièce. Il me dit ça, c'est le petit qui s'adresse à moi. Je te donne une pièce de 100 francs. Et la nouvelle pièce que je veux, l'ancienne pièce. Et tu me donnes 25. Tu me fais croire que c'est 25 que je t'ai donné. Parce que là où je suis venu aujourd'hui, je suis venu me venger. Si tu ne me tues pas, moi je vais te tuer. Il me dit, si moi je ne le tue pas, lui va me tuer. Hey, je vois un petit garçon à peine, peut-être, il devait avoir autour 4 ans. Un garçon, mais moi j'avais dans la 33 ans. Un gamin de 4 ans qui apparaît dans ma chambre, alors que lui et moi nous avons eu les petits problèmes en journée. C'était même pas les problèmes, j'ai utilisé les petits amusements. Et je le vois apparaître la nuit du jour. Il est pratiquement 3 heures, 4 mois. Le petit est apparu dans ma chambre. Il me dit, ce que tu m'as fait en journée là. Alors maintenant, je suis venu me venger. Si tu ne me tues pas, moi je vais te tuer. Je dis, mais mon petit, tu dis ça qui comme ça? C'est là où j'ai eu l'idée de le prendre vite le premier. J'ai attrapé le petit, j'ai tapé par terre. Un petit garçon de tout. Et j'ai commencé à appuyer son cou. Il me dit, si tu ne me tues pas, moi je vais te tuer. Je dis, mais même jusqu'au moment où j'étais déjà mise par terre comme ça et que je suis en train de te presser le cou, à ce moment je suis là, je suis capable de te tuer, tu ne fais que me faire la gueule. Il me dit, non, tue-moi grand frère, tue-moi. Si tu ne me tues pas, moi je vais te tuer. Et comme moi je suis chrétien, j'ai vu que si je tuais ce garçon, peut-être le matin on pouvait se lever et voir un cadavre dans ma chambre. Je l'ai donc le dit, Seigneur, il n'est pas autorisé à un homme de tuer son semblable. Je l'ai laissé, je me suis relevé sur lui. Et quand je me relève, le petit m'a attrapé, DMG. Il était presque 4 heures. Nous avons bagarré dans ma chambre. Il était 4 heures. Un petit de rien du tout. Mais c'était comme si j'avais 12 lions sur moi. 12 lions. La force que le petit avait lorsqu'il m'a attrapé. DMG, j'ai appelé mes parents qui sont morts il y a longtemps. C'est là où j'ai pu sortir de sa main. Et quand je suis sorti de sa main, je me suis retrouvé dehors. Sans même, je ne sais pas quel jour j'ai ouvert la porte de ma chambre et le salon, j'ai ouvert la porte de la grande porte de la grande maison pour me retrouver dans la rue. Il était pratiquement 4 heures, j'étais seul. Je ne sais pas comment le petit a fait pour se retrouver dans ma chambre. Un petit sorcier, un petit Gabonais, il me dit, tu ne me tues pas aujourd'hui, moi je vais te tuer. Merde, j'ai eu peur. Et c'est comme ça, quand je suis sorti de la chambre, je suis sorti, je me suis retrouvé hors de la maison et il est resté dans ma chambre. Il dit, Seigneur, comment je vais faire pour retourner dans ma chambre pour dormir? C'est là où j'ai eu une présence d'esprit qui me dit, il faut prier. Prie et tu retournes dans ta chambre dormir. J'ai prié, je me suis agenouillé dehors là. J'ai commencé à prier, il était 4 heures, vous imaginez que vous êtes dans la rue, il est 4 heures. Et Gabon, c'est libre, n'est pas comme les autres pays, hein, parce que la nuit, souvent, il y a les mauvaises choses qui se passent là-bas. Et en tant que vous êtes étranger, donc j'ai eu peur cette nuit-là, j'ai prié, j'ai eu la force de retourner dans ma chambre. Et lorsque je retourne dans ma chambre, le petit n'est plus là. C'est comme ça, alors que je dors, le matin, je me relève, j'essaie d'expliquer aux gens. Personne ne croyait. Et le petit a fait 3 mois sans plus passer chez moi. Alors, comme il venait souvent jouer au game, le petit ne venait plus avec ses amis. Peut-être 3 mois après que le petit est revenu, je l'ai demandé, il a dit que mon petit, moi je suis Camerounais. Et je suis venu dans votre pays, le Gabon. Je ne peux pas te défendre d'entrer chez moi. Mais c'est que je sais une chose. Il faudrait que je rentre chez moi avec ma tête et mes pieds. Je ne suis pas venu chercher des problèmes aux gens ici là.
C'est comme ça que je suis rentré à mon pays. Aujourd'hui, je suis chez moi. À cause des choses que j'ai vues là-bas. DMG, j'ai tellement de choses que je pourrais vous raconter la prochaine fois que j'ai vécu au Gabon. Je ne sais pas si je peux encore vous dire autre chose. Je ne sais pas si, ou bien la prochaine fois. Sinon, mon histoire, ma première histoire, ça s'arrête là. Mais j'ai encore d'autres histoires. Je peux dire une deuxième, ou bien la prochaine fois, je ne sais pas trop. On va prendre d'abord d'autres personnes avant de revenir sur toi. Ok, merci. À très bientôt alors. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à la team DMG. Bonsoir à tous. Oui, je vais bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Voilà, je vais raconter une histoire qui m'a été racontée par une de mes grandes sœurs. C'est l'histoire d'une de ses camarades. Ça fait longtemps, c'est une ancienne histoire. Une de ses camarades de classe. Voilà. Du coup, la camarade de ma sœur aimait aller à la plage. Je suis gabonaise. Aimait aller à la plage et tout. Donc, ma sœur lui avait demandé pourquoi elle aimait bien la plage. Parce qu'elle allait à la plage à tout moment. Elle allait à la plage à tout moment et tout. Du coup, ma sœur lui avait demandé pourquoi elle aimait bien la plage. C'est comme ça, elle lui a dit que elle était jumelle à un garçon et que son frère est dans les eaux. Du coup, quand elle se sent mal ou quand elle a besoin de quelque chose, elle va à la plage, elle parle à son frère et voilà, le lendemain, la situation est décantée et tout. Et elle lui a raconté l'histoire de son frère. En fait, son frère voulait jouer au foot. Il voulait jouer au foot, il voulait être un grand au foot et tout. C'est comme ça, il a écouté, on avait à l'époque au Gabon, Patrick Ngemandong, beaucoup le connaissent, qui faisait des histoires mystérieuses et tout. Et il donnait les vrais codes, en fait, Patrick Ngemandong. Il donnait les vrais codes. Lorsque vous voulez aller, vous voulez invoquer des esprits, il donnait des codes. Voilà. Donc, certaines personnes rentraient en contact avec lui pour en savoir plus et tout. Du coup, le frère de la copine de ma sœur, je pense, est rentré en contact avec Patrick Ngemandong en question. Et voilà, est allé à la plage, a fait des incantations pour justement devenir un footballeur professionnel. Et dans ses pratiques et tout, quand il est rentré chez lui, il a vu apparaître chez lui une dame qui était une sirène en fait. Du coup, la sirène lui a dit j'ai écouté tes demandes, ta demande et tout. Et voilà la seule condition que je te donne. La condition était qu'elle soit sa femme, qu'il n'a pas le droit d'être avec d'autres femmes, il n'a pas le droit de recevoir des femmes chez lui, il n'a même pas le droit de regarder et tout. Et il va avoir ce qu'il demande. Et il a été d'accord, il a dit oui, lui ça ne le dérange pas et tout, pourvu qu'il soit, qu'il ait la gloire qu'il veut et tout. Elle lui a dit on va commencer par un test de 2 mois, je pense. Et après les 2 mois, s'il réussit au test, il aura ce qu'il veut. Durant le premier mois, il s'est bien comporté et tout. Voilà. Et le deuxième mois, au cours du deuxième mois, il est allé en boîte de nuit avec ses potes. Il n'avait même pas courtisé une fille. Il a juste regardé la fille. Et intérieurement, il a apprécié la fille. Il n'est pas allé vers la fille. Il a juste regardé, il a apprécié intérieurement. Il n'a même pas dit à ses potes qu'elle est belle, rien. Intérieurement, il a apprécié la fille. Du coup, la nuit, la sirène est venue le trouver. Elle venait tous les soirs. Et elle lui a dit, oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Si tu restes ici, tu vas pas tenir, en fait, à la promesse. Et voilà les conditions que je t'ai données. Il dit, mais j'ai même pas parlé, j'ai rien dit. Il a dit oui, mais j'ai su que tu as apprécié. C'est-à-dire que si tu restes plus longtemps, tu vas pas tenir à ta promesse. Il dit ben si, puisque voilà. Mais voilà, elle a été mécontente, elle est partie fâchée. Donc et je crois depuis le début, elle lui avait dit déjà que si tu ne respectes pas les conditions, je viendrai te chercher. Elle est partie fâchée. Et voilà, il avait déjà su que c'était plus bon. Il est allé voir sa sœur, il lui a raconté que voilà ce que j'ai fait et tout. Donc, sache qu'elle viendra me chercher, je sais pas quand, elle ne m'a rien dit, mais elle est partie fâchée. Et
la conséquence du non-respect de mon contrat, c'est qu'elle vient me chercher. Donc, il a tout raconté à sa sœur et il lui a dit que voilà, elle va venir me chercher. Et je pense que le temps a passé. Je pense que lui-même, il avait même oublié. Un jour, il allait se baigner à la plage. Il est resté, on n'a jamais retrouvé son corps. Donc, elle disait à ma sœur qu'elle sait que son frère est dans les eaux, qu'il vit dans les eaux. Donc, quand elle se sent mal, elle va à la plage. Quand elle a besoin de quelque chose, elle va et parle à son frère. Et voilà, le lendemain, la situation est décantée. Elle trouve une solution à son problème, en fait. C'était mon histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'histoire. Pas de quoi. Au revoir. Dans les commentaires. Même pour avoir une femme, une copine sirène, c'est des problèmes. La jalousie est énorme. Elle est jalouse là comme 40 femmes africaines. C'est un mélange de jalousie terrible. Donc un homme va voir une femme passer, il va même pas regarder que se tourne. Donc voilà, que tu peux être tenté. Tu peux même apprécier. Ça, c'est des réflexes naturels. Hein. Mais maintenant, tromper, oui, c'est vrai, on a le choix de tromper ou pas, mais tu ne peux pas demander à un homme de ne pas regarder, bien de ne pas apprécier bien la beauté d'une autre femme. C'est instinctif. C'est un peu comme demander à un homme qu'il doit contrôler son troisième pied. Ça ne doit pas se lever. Mais comment? Dès le moment où le cerveau a pensé, ça a enregistré, là, le type là, il lui réagit direct. Il n'est pas là pour gérer vos problèmes de couple. Les conditions, on te donne les conditions. Tu ne dois pas regarder notre fille. Sur 99% des hommes, mon ami, une belle femme passe, il va se retourner pour. Si c'est qu'elle passe comme ça, là, qu'elle passe de la gauche à la droite, il va au moins se tourner que pour regarder. Et les yeux, on ne peut pas bloquer l'œil. Ah, c'est tellement rapide. C'est tellement rapide. Même si c'est qu'il va guetter, dit hey, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, pardonne-moi. Il va quand même d'abord guetter avant de dire hey, vraiment, vraiment, Seigneur, pardonne-moi. C'est rapide. C'est pas un. Hey. Faut pas que vienne exposer les secrets déjà. C'est un regard de. Même Itachi ne voit pas le carreau. Même l'œil. Bonsoir, Kalash. Bonsoir, mon frère. Ça dit quoi? Ça va bien et toi? Je voulais vous raconter une petite histoire. Elle n'est pas très longue. C'est une histoire que j'ai vécue en 2008. Vous m'écoutez là? Oui, oui. Allô? Oui, c'est une histoire que j'ai vécue en 2008. Non, je ne suis pas des écouteurs. Hein? C'est bon là? Ah, ça casse un peu. Hein. C'est bon là? Ça casse un peu. Oui, c'est bon là. Oh. Ok. Une histoire que j'ai vécue en 2008. Quand je sortais fraîchement du centre d'instruction. On m'avait envoyé à Manfé. J'étais à Manfé. J'étais affecté à Manfé. Alors là, je suis arrivé à Manfé. J'ai rencontré une petite fille. Elle vendait, on appelle ça quoi, des escargots. Ils appellent ça des congomites en fait. Vous m'écoutez là? On écoute, hein, on écoute. Oui. En fait, la fille elle était tout bien. Ça va pas, elle va te signaler que ça ne va pas. D'accord, d'accord. La petite était tout bien, elle était tout jolie, tout bien là. Et j'ai décidé d'accoster la petite, tu vois, de façon amicale, tu vois. J'ai accosté la petite et puis on a sympathisé, on s'est changé de numéro. On a fait Jacques quoi, un mois. Un jour alors j'ai demandé à la fille que mais moi j'ai envie de voir là où tu habites. Elle me dit ça va presser, non j'ai envie de voir là où tu habites. Il faut vraiment que je voie là où tu habites. Là elle m'amène là où elle habite. Elle me présente une fille qui est plus jeune qu'elle. Elle dit voilà ma mère. Je dis mais ta mère comment? Elle dit oui c'est ma mère. Je dis mais je comprends pas. La fille avait déjà 18 ans. Et quand tu regardais la mère avait déjà, je peux dire 12 ans, hein. Très jeune. Je dis mais
c'est ta mère, comment je n'arrive pas à comprendre. Comment tu dis que c'est ta mère? Il dit que oui, c'est ma mère. Il dit que, ok, si c'est ta mère et ton père est en vie, elle me dit oui, son père est en vie. Ok, je peux voir ton père? Elle me dit que oui, voilà mon père là-bas. Ouais, le père était vraiment vieux. Il dit, mais je comprends pas, comment ta mère peut être plus jeune que toi et ton père est très vieux comme ça? Elle me dit, ah, laisse qu'on je vais t'expliquer un autre jour. Alors là, il y a un de mes collègues qui me dit que mon frère, ah, tu es parti chercher quoi là-bas? Il dit, il y a quoi? Il dit, quand vous les militaires là, vous aimez chercher des problèmes partout. Ouais. Tu vois la petite fille là, voilà sa mère. Elle est bayangée. Sa mère est à Daï et sa mère est revenue. C'est une bayangée, man. Méfie-toi. Je n'arrive pas à comprendre. Il dit que oui. C'est pas une bayangée. Sa matin était à Daï depuis et maintenant sa matin est revenue. La petite fille que tu vois, c'est sa mère. Voilà, moi aussi, j'ai voulu être curieux. Je demande à la mère que. Je demande à la mère si elle est vraiment la mère de la fille. Elle me dit oui, c'est ma fille. Et je demande aussi à la mère que si il peut être indiscret, s'il vous plaît, vous avez quel âge? Elle me dit, mon cher ami, tu veux que je te transfère mon âge? Elle dit non, je ne sais pas que vous me transférez votre âge. Je vais juste te demander votre âge. Elle dit jamais, je ne vais pas te dire mon âge. Parce que ma fille t'aime bien, elle t'a amené jusqu'à nous. Et si tu fais du mal à notre fille, on va te transférer notre âge. Je dis, mais je n'arrive pas à comprendre. Vous allez me transférer votre âge comment? Ça n'est pas mon ami, mon collègue qui m'a parlé de la famille là. Il dit que, mais man, essaye un peu de m'expliquer parce que là, je suis un peu perdu là. Il dit que ouais, c'est comme ça qu'ils sont, man. Donc, ils peuvent mourir ici là, ils apparaissent quelque part demain et ils reviennent toujours. Mon frère, j'ai fui cette fille. Tia, non. Moi, j'ai fui. Que la fille, elle a comme 20 ans. La mère, elle a comme une fille de 12 ans, man. Et ça m'a dépassé, man. Ça m'a vraiment dépassé. Ça, c'était ma petite histoire, man. Ça m'a vraiment dépassé. Merci beaucoup, Kalash, pour l'histoire. Ok, bon.